Bonjour à tous, alors bienvenue à ce troisième épisode de la thématique spécificité produit. Donc pour cet épisode, on abordera le sujet sur comment intégrer les principes du Lean au product en milieu industriel et logistique. Euh, on a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Béatrice et Jean qui vont apporter leur vision du Lean Management et comment combiner Lean et Product. Donc, je vais commencer par me présenter. Yasmine Choukir, je fais partie du collectif produit chez OnePoint qui organise ces Wake Up Products. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ce sont des webinaires qui ont lieu 1 à 2 fois par mois autour des sujets du product management afin d'enrichir et renforcer la boîte à outils d'un PO, PM, BA sur différentes thématiques. Quelques formalités avant de commencer. Donc, nous vous invitons à couper vos micros, vos caméras pour garantir la qualité de l'échange. Néanmoins, vous pouvez toujours poser vos questions sur le chat et nous prendrons le temps d'y répondre à la fin. Alors, petit sommaire des points qui seront abordés aujourd'hui. Euh, donc, une première présentation du Lean Management, ensuite celle du Product Management euh, en 2 points, pour les 2 premiers points. Ensuite, on présentera quelle synergie entre Product et Lean, comment combiner les deux ensemble et une session questions-réponses à la fin. Petit icebreaker pour commencer. Donc, je vous invite à vos claviers sur vous êtes plutôt Lean ou Product Management. Donc, vous pouvez taper A pour Lean, B pour Product, C pour les deux mon capitaine et D pour ne se prononce pas. Alors, Christophe plutôt C. Donc les deux, c'est bien. Permet de répondre aussi, Béatrice. On a beaucoup de profils polyvalents, c'est top. Merci Vincent. On a du A aussi. Bon, bah parfait, bah du coup, ça va, on va pouvoir donner. On avait prévu de donner un peu de définition des deux. Du coup, ça permettra à tout le monde de se mettre à niveau et on pourra voir sur vos retours d'expérience, du coup. Du coup, pour aligner un peu tout le monde, Jean et Béatrice, je vous invite à nous expliquer un peu ce que signifie le Lean Management et le Product Management pour tout le monde. Ouais, ça marche. Donc, du coup, moi, je me présente, Jean-Sounir Arassou, je suis leader chez OnePoint et je suis spécialisé à la fois en ligne et puis après, de fil en aiguille, je me suis formé sur le product management. Et donc, je vais vous parler un peu de ce sujet du management. Donc, l'objectif, c'est quoi? Sans rentrer dans une dissertation très complexe, c'est vraiment de rechercher la performance par l'amélioration continue et l'élimination des gaspillages. En gros, là, il y a toute une boîte à outils de différentes méthodes qui sont plus ou moins connues. Là, j'en ai sorti trois qui sont assez connues et pour vous donner un petit panorama, on a le 5S, c'est 5 étapes pour améliorer l'environnement de travail. C'est vraiment quelque part faire le ménage dans son armoire, faire le ménage dans l'atelier, faire le ménage dans l'entrepôt logistique pour débarrasser, enlever tout ce qui est inutile, standardiser les emplacements. Et comme on dit, en fait, la grande phrase qu'on aime bien dire, c'est chaque chose est à sa place et chaque place a sa chose. Comme ça, on reconnaît vraiment, on sait s'y retrouver, on sait si un élément a été perdu et on améliore vraiment la qualité et le fonctionnement de l'équipe. Le deuxième outil, c'est le DMAIC. C'est une méthode de résolution de problèmes plutôt complexe. Souvent, c'est plutôt sur un calendrier de 3 mois. Et là, l'idée, c'est vraiment de bien définir le problème, le qualifier factuellement, quantifier ça avec de la mesure. Donc, c'est le M. Le A, c'est vraiment ça, c'est le petit différenciant comparé, on va dire, à notre bon sens habituel, c'est analyser les causes racines. Quand on a un problème, on a toujours tendance à sauter sur la solution, à réfléchir quel est le plan d'action. L'idée, on va s'arrêter pour analyser les causes, trouver les causes là où les causes racines et faire un plan d'action sur ces causes racines pour justement éliminer la récurrence et aller vraiment à la racine du mal quelque part. Le I, il s'agira de mettre les plans d'action, de le qualifier. Et le C, on va boucler la boucle
en se disant: «Est-ce que le plan d'action qu'on a fait donne les effets escomptés?» et ainsi de suite. On entre vraiment dans une boucle d'amélioration continue. Et le QRQC, là, l'idée, c'est vraiment de se dire, comment on fait pour détecter, traiter et traiter rapidement tous les problèmes de qualité qu'on peut avoir dans les opérations, dans un entrepôt, dans une ligne logistique, mais aussi dans des processus, administratifs ou transactionnels. L'idée, c'est chaque jour, se faire un tableau de suivi du plan d'action. Quel a été le problème? Est-ce qu'on a un plan d'action? Est-ce que ça a été résolu? Et ainsi de suite. Et l'idée, c'est aussi de cascader ça à différents niveaux hiérarchiques. Voilà. Voilà un petit panorama de 3 outils, Lean, sans entrer dans les détails, et n'hésitez pas si vous avez, plus de questions. L'idée, c'était de vous donner un petit brief sur le Lean Management. Et sans plus attendre, bah, je te passe la main, Béatrice, pour, que tu nous parles un peu plus du Product Management. Merci beaucoup, Jean. Donc, du coup, pareil, je vais me présenter, Béatrice Bira, donc plutôt une casquette product. J'ai travaillé en tant que product owner et product manager sur diverses problématiques supply chain, logistique et manufacturing. J'avais des connaissances en ligne, mais on va dire, plutôt théoriques, high level, et j'ai plutôt mis en pratique, du coup, avec Jean récemment sur des sujets manufacturing, d'où est venue l'idée de ce Wake Up Product. Et pour donner une définition du product management, je dirais que c'est un cadre méthodologique qui couvre toute la vie la cycle de vie d'un produit digital, avec pour objectif, en fait, d'un côté, de maximiser la valeur, qu'on va, livrer à l'utilisateur final. Donc dans notre cas, dans des contextes en corpo, ça serait les collaborateurs internes, donc dans une usine ou dans un entrepôt logistique. Et de l'autre côté, on cherche aussi à maximiser la valeur, en fait, business pour l'entreprise. Il y a, plusieurs, on va dire, frameworks ou cadres qui permettent de mettre en place, cette méthodologie. Ici, je vous ai présenté du coup le framework, 5 diamants, qui se décompose en 5 étapes. Toute la première partie, c'est sur la partie stratégie, comment relier le produit à la stratégie du coup de l'entreprise pour bien faire le lien entre les 2. Ensuite, on a la partie discovery, qui se découpe en 2 étapes. La partie vraiment problem space et solution space, c'est de se dire, on va d'abord identifier les problèmes qu'on cherche à résoudre avant de parler solution. La 4e étape, c'est le delivery, donc comment construire, concevoir le bon produit de façon efficace, régulière. Donc là, on va faire écho à pas mal de notions d'agilité notamment. Et enfin, la partie growth, donc c'est, une fois qu'on a, un produit, qu'on délivre des fonctionnalités, qu'il est sur le marché, comment on suit l'adoption, l'usage, de la solution et la valeur que ça apporte. Et je vais vous ajouter, parce que du coup, c'est pas forcément le sujet du jour, mais un lien vers un article qui explique un petit peu plus en détail, du coup, ce framework, les activités qu'on peut y faire dans chaque phase, et comment le mettre en application, pour ceux que ça intéresse. Je l'ai mis le lien dans le chat. Merci pour ces explications. Maintenant que nous avons bien assimilé, les 2 notions, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vos constats en milieu industriel et logistique? Ouais, merci Yasmine. Bah, je vais commencer. Moi, le constat que j'ai fait un peu en travaillant sur tous ces sujets Lean et tous les sujets, industrie 4.0, c'est que justement, l'industrie 4.0, ça ne marche pas quand on attaque ça par la solution, par la technologie. On se dit toujours: «Bon, bah, voilà, il y a un peu un buzzword ou une tendance, on va parler de digital twin ou de blockchain ou d'IA, et puis après on va chercher à trouver un besoin, un problème à résoudre auprès de nos utilisateurs». Ça, clairement, ça marche pas. Et l'autre chose qui ne marche pas et qui est souvent faite, c'est ça marche pas quand on commence que par le haut. C'est, un top manager ou un nouveau directeur ou une nouvelle directrice, qui a cette idée et qui veut lancer la chose, et sans penser à la résolution d'un problème utilisateur, sans penser aux opérationnels sur le terrain qui en ont vraiment besoin. Ça, c'est des choses qui ne marchent pas. Ça, c'est une conviction très simple, mais très forte, que j'ai eue depuis, que j'ai pu constater, dans mes différents, environnements clients depuis, 2-3 ans maintenant. Béatrice, je ne sais pas si toi, tu as d'autres constats? Oui, de mon côté, en fait, pour avoir, travaillé, voilà, sur divers produits, supply chain, logistique industrielle, en fait, je constate qu'il est impossible, compliqué ou en tout cas, pas optimal de concevoir un produit digital, sans prendre en compte les contraintes physiques. En fait, les produits, typiquement sur lesquels j'ai travaillé dans ces environnements, sont à destination de personnes qui se déplacent, qui utilisent des outils, qui utilisent des machines, et donc du coup, c'est important de bien les prendre en compte quand on conçoit du coup ce produit digital. Et donc, il faut vraiment toujours penser à faire le lien entre le monde physique et le monde digital. On avait vu un peu cette problématique similaire sur des sujets IoT il y a quelques temps, et donc, c'est vraiment important de le prendre en compte. Et du coup, je vois une question de Christophe, dans le chat pour donner alors pourquoi appliquer le product management uniquement sur les produits digitaux, surtout en le combinant avec le lean, versus, ne pas l'appliquer sur des produits physiques? Hem, donc c'est souvent, ouais, effectivement une question qu'on revient, on peut en reparler à la fin si je réponds pas, mais déjà pour donner quelques petits éléments, c'est
En fait, dans le rôle de product owner, product manager, souvent, c'est appliqué des produits, on va être plutôt digitaux. J'ai volontairement mis, du coup, digitaux dans la définition pour dire c'est ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui. Après, bien évidemment, en fait, au-delà du produit digital, on va avoir des produits physiques à côté, potentiellement. Mais en tout cas, là, l'idée, c'était plutôt de montrer une démarche sur la conception, en fait, de produits digitaux, comment le combiner avec le lean. C'est vrai que pour compléter, pour donner des éléments un peu de réponse à Christophe, c'est très pertinent. Effectivement, c'est pas notre périmètre là actuellement, mais Mmh. le lean pourrait être très bien appliqué sur toute toute, euh, toute la chaîne de valeur d'un développement de produits industriels, où justement on est plutôt en cycle V et moins en agile. Et donc là, il y a pas mal de choses qui existent déjà et on pourrait y réfléchir également et en discuter volontiers après coup. Maintenant, on va vous laisser un peu à vos claviers pour nous dire, suite à ces premiers éléments et constats partagés par Jean et Béatrice, selon vous, quels sont les points communs entre le product et le lean? Vous pouvez répondre sur le chat directement et on pourra commenter, en live. Laisse un peu de temps pour réfléchir. On a eu plein de C au début, donc on a l'amélioration continue. Oui, ce sont 2 méthodes, tout à fait. Donc le cadre, Yoann qui partage maximiser l'impact en réduisant les gaspillages. Ouais, c'est vrai, sur le côté documentation, Mmh. sur le Lean, on aime bien quantifier tout, la mesure, le point A, le point B, pour voir parce qu'il y a, c'est pareil sur le côté product. Donc on peut commencer à vous donner un peu quelques éléments de réponse de notre côté, mais n'hésitez pas à continuer d'ajouter dans le chat, du coup, vos idées. Sur, donc de notre point de vue, on a voulu vous partager 5 points communs qu'on a identifiés entre le lean et le product. Hem, donc la liste n'est pas exhaustive, mais c'est déjà, voilà, 5 éléments qu'on trouvait importants. Le premier, c'est que ces 2 méthodes tournées vers le terrain. Donc, comme on disait juste avant, c'est important de prendre en compte, voilà, l'environnement de travail concret, physique. Le deuxième, c'est que c'est centré vers l'humain, et donc du coup, donc là, on parlait des collaborateurs en usine, en entrepôt, donc c'est important d'avoir, la voix de l'utilisateur final, pour les 2, pour ces 2 approches. Le troisième, c'est orienté problème et pas solution, donc c'est-à-dire, on ne cherche pas à répondre à un besoin, mais d'abord à une problématique afin d'être sûr d'identifier, la bonne solution à mettre en œuvre. On l'a vu là dans la conversation aussi, la partie, du coup, le 4, c'est tout ce qui est la logique d'amélioration continue, d'itération, de cycle court, tester, essayer, mesurer. Et du coup, bon, j'ai spoilé la cinquième, pilotée par la mesure, de prendre en compte, voilà, d'avoir des métriques, en fait, pour suivre ce qu'on fait, pour valider nos hypothèses et pour suivre, en fait, derrière aussi l'usage, l'adoption et la performance de ce qu'on met en place. Merci Béatrice Je sais pas si et Jean, maint tu voulais compléter sur certains éléments? Si. Non, c'est tout bon. C'était tout bon pour moi. Je regardais, je faisais le lien un peu avec ce qui avait été dit là, justement, dans le chat sur évidemment l'amélioration continue côté de Christophe, Johan, maximiser l'impact en réduisant les gaspillages, oui. C'est vrai que les deux définitions s'appliquent directement Mmh. aux deux. La documentation nécessaire, j'aimais bien parce que c'est vrai que on dit souvent ça en ligne, c'est pas rocket science, c'est du très gros bon sens structuré. Donc le côté DMAIC, c'est ouais, DMAIC ou les A3 ou les 8D, c'est toujours des méthodes de résolution de problèmes, mais c'est pas, c'est toujours un peu la même chose et c'est juste très bien structuré et très bien documenté par des livrables. Ça aussi, l'avantage aussi, c'est le côté apprenant et apprendre de ses erreurs, de capitaliser. Ça, on le retrouve aussi en agile avec tous les rituels de rétrospective. et je rebondis du coup sur ce que tu dis Jean et peut-être que tu pourras nous expliquer, comment on combine l'approche lean et product? Ouais, très bien. Je vais vous donner un peu les démarches qu'on a imaginées, qu'on a déjà mis en place auprès de nos clients. Euh, on l'a marketé avec un petit terme qui s'appelle le 3P, le diagnostic 3P. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le 3P? En fait, c'est quelque part croiser trois dimensions, le persona, les products et les process. Les personas, ça va être quels sont les types d'utilisateurs. Est-ce qu'on parle de l'opérateur de production, l'opérateur de logistique, le programmeur et ainsi de suite. On va vous montrer un exemple. Le product, c'est
comme on disait, là, c'est pas le product dans le sens physique du terme, dans le sens le produit industriel, mais dans le sens le produit digital. C'est le logiciel sur un PC, c'est la tablette dans un outil de mobilité, dans un outil connecté, et ainsi de suite. Le process, bah, ça va être le processus de fabrication, de maintenance, d'approvisionnement logistique. Et tout ça, l'idée, c'est vraiment d'analyser tout ça pour, in fine, faire quoi le but de ce diagnostic, c'est d'avoir des problématiques qui sont priorisées et justement de prendre des décisions éclairées. Comment ça se passe? On a 3 grosses étapes, en gros. La première étape, c'est de scanner le terrain. Ça va être vraiment ce diagnostic 3P, de voir les 3 dimensions, d'avoir une vue globale de ces 3 dimensions, qui permet ensuite de passer à la deuxième étape, qui est de carotter. C'est-à-dire de carotter par le produit, ou par les personas, ou par le process, sur une de ces 3 dimensions, pour aller voir, mieux comprendre, commencer à quelque part à prioriser, à aller plus précisément dans son entonnoir de priorisation. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une priorisation des problèmes qui est impactante par rapport aux utilisateurs, mais aussi impactante et alignée par rapport à la vision stratégique de l'entreprise, du site de production, et ainsi de suite. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vision éclairée des impacts et aussi du ROI. C'est vraiment le but d'avoir un bon retour sur investissement dans toutes les actions qu'on peut mettre en place sur le côté métier ou sur le côté digital. Ça, c'est vraiment le cas de vague global. Et là, l'idée, c'est de vous prendre un exemple, qu'on va faire un exemple fil rouge, qu'on va vous présenter avec Béatrice. Donc, je commence sur cette première étape qui était d'avoir la vision globale, d'avoir une cartographie 3P. C'est ni plus ni moins qu'un tableau. Donc, là, vous avez les 2 dimensions en ligne, la première dimension, les personas, en colonne, les process, et puis au croisement des deux, vous avez les systèmes d'information. Donc, c'est quelque part très simple, mais très lisible. Et souvent, c'est pas fait ou c'est pas formalisé. Les personnes ont un bout de cette global picture dans la tête. Et ça permet vraiment de se rendre compte, d'une part, est-ce qu'un processus est transverse ou non? On se rend compte que en fait, je ne suis pas tout seul dans mon processus, il y a des gens en amont, en aval, et ainsi de suite. Donc, ça permet vraiment de sortir de la vue silotée. Ça permet aussi de se rendre compte du nombre d'outils global ou par persona. Souvent, un verbatim qu'on aime bien et qu'on a montré à des directeurs industriels d'une manufacture, c'est est-ce que vous pensiez qu'il y avait autant de SI manipulés par vos équipes? Le ressenti était plutôt, on ressentait aller 5-6 par persona. En vérité, il y en avait environ 10-12. Donc, il y avait un x2, il y avait une prise de conscience du top management qui était vraiment le point de départ pour justement lancer tous les chantiers lean et product par la suite. Et après sur ces typologies de livrables, par exemple, on peut le ranger, on a toute la partie, SI, on peut mettre aussi, donc là, on le voit un petit peu avec les types de formats, c'est-à-dire l'écran ou l'appareil, le device qui va être utilisé. Est-ce que c'est l'écran d'une machine? Est-ce que c'est une tablette? Est-ce que c'est un téléphone? Est-ce que c'est une douchette pour scanner? Et en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment un mix de devices, d'appareils et d'applications outils utilisés assez important. Et Et du du coup, je coup, te laisse donc, continuer, je te laisse ouais, continuer, la Béatrice. la 2e étape, donc l'idée, c'est une fois qu'on a ce premier process, donc bien sûr, ça faut que ce soit adapté au contexte, mais d'identifier, en fait, des points qu'on souhaite creuser. Peut-être parce que pour, un process, on se rend compte qu'il y a, peut-être trop d'outils ou beaucoup d'outils, ou peut-être qu'on se rend compte qu'un outil, ou quelque chose pourrait être optimisé ou un device et du coup, on va cibler un persona ou un process et du coup, sur celle-ci, on parle de carottage par process. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui est dedans, mais c'est plus expliquer un peu, comment il a été construit. Donc, c'est tout simplement une cartographie, en fait, de processus cross persona. Donc là, par exemple, on a pris un process, de maintenance. Vous voyez en rose à gauche, du coup, c'est les personas qu'on avait sur la slide précédente et de gauche à droite, en fait, on lit le process et les étapes qui passent, en fait, d'un persona à un autre. Ça permet notamment d'avoir une vision claire du process, de savoir qui effectue quelle étape à quel moment et de déjà mettre en évidence certaines choses. Potentiellement des allers-retours entre les personas, des temps d'attente ou des incohérences sur l'enchaînement des étapes. Donc déjà d'un point de vue process et ce qu'on aime bien faire, c'est l'enrichir en bas avec la partie SI data et on pourrait rajouter, plein d'autres types, de données qui seraient intéressantes, adaptées à votre contexte. Là, on a mis par exemple les SI, les objets, on n'a pas mis par exemple, on disait tout à l'heure les appareils, on pourrait rajouter les devices, et ça permet aussi d'identifier du coup en parallèle du process, quels sont du coup les outils SI utilisés et du coup, est-ce qu'il y a des va-et-vient entre les écrans? Est-ce qu'il y a peut-être des ruptures numériques? Donc à un moment, quelque chose qui doit être fait par papier ou manuellement, une saisie avant de retourner dans un système. Et le dernier point du coup intéressant, c'est de remettre sur ce livrable potentiellement les points de douleur, les frictions. Donc là,
simulé avec un petit icône warning, c'est de se dire, voilà, sur un livrable, en fait, j'ai mon parcours utilisateur, enfin, mon process, cross persona, les allers-retours entre les outils, les systèmes, les applications et j'identifie assez vite où est-ce que j'ai des points de douleur et donc ça permet facilement de restituer ça, et d'ensuite d'essayer de voir où est-ce qu'on pourrait avoir des axes d'amélioration, et du coup des problèmes à prioriser et à creuser. Une autre approche du coup sur la, donc c'est le carottage par, persona. Là, l'idée, c'est que du coup, on prend un persona et du coup un process en particulier. Donc là, par exemple, opérateur de production. Et l'idée, c'est qu'on va suivre du coup, qu'est-ce que cet opérateur de production sur un process fait avec un petit peu plus de détails. Donc là, on va vraiment mettre toutes les étapes. Pour les passionnés du produit, on reconnaît assez bien le user journey, le parcours utilisateur ici, où l'idée, c'est d'avoir un petit peu les actions qu'il fait, son parcours de bout en bout, ses touch points, on va dire, physiques ou digital, et du coup, les émotions. Et là, du coup, ce qu'on aime bien rajouter, c'est voilà, les points positifs, les irritants, les verbatims que la personne va raconter. Et toujours en bas, on rajoute toute la partie outils, SI et métriques. L'idée, c'est de se enfin, personnellement, je trouve que ce livrable, il est vraiment clé quand on fait une immersion, en fait, en usine, en entrepôt-logistique, plutôt que faire un CR, on va dire, textuel. C'est d'avoir ça de façon assez visuelle pour derrière pouvoir restituer concrètement, toutes les étapes que font les personas. Et du coup, la troisième étape qu'on n'a pas, illustrée, parce qu'elle est pas d on va dire pas livrable à proprement parler ici, c'est la partie vision dont parlait, Jean tout à l'heure. C'est qu'une fois on a identifié les irritants avec tous les livrables qu'on vous a montrés précédemment, c'est derrière de faire une synthèse de ces pain points, de voir à quel point ils sont problématiques, quels sont les impacts, du coup, pour l'utilisateur, pour l'entreprise et derrière de travailler avec, toutes les parties prenantes pour les prioriser. Et l'étape d'après, ce sera du coup d'essayer de construire, enfin, la meilleure solution adaptée à ces problèmes. Merci Jean, merci Béatrice. Hem, pour conclure, est-ce que vous avez des conseils à partager, des points clés, des bonnes pratiques, à suivre, pour justement réussir le product, et le lean, ensemble? Ouais, tout à fait. Bah, je vais commencer, je te laisserai compléter, Béatrice. Moi, j'en vois spontanément, là, j'en vois 2. Le premier, c'est déjà de pas cloisonner les 2 méthodes, en fait. Souvent, soit par manque de compétences, soit on vient du lean, soit on vient du product, on n'est pas trop, compétent, ou on n'a pas d'expérience sur l'un et l'autre, ou soit parce que c'est pas notre mandat en tant que nous, société de conseil externe. Là, l'idée, nous, c'est vraiment de mutualiser les 2 et c'est ça, je pense, le gros différenciant, c'est d'y aller avec des duos, en fait, avec les 2 bras, quelque part. Un bras lean, un bras product, que ce soit, qui soit porté sur 2 personnes, ou bien des personnes qui sont polyvalentes, comme on a pu le voir lors du sondage au démarrage. Vraiment, je pense que les personnes qui ont le mix de la vision lean et product, c'est un outil vraiment quelque part très puissant sur lequel il faut s'appuyer en externe, mais aussi surtout en interne, avec pas mal de formations. Et nous, on a beaucoup de formations aussi sur étagère côté lean et côté product pour justement faire monter en compétence nos clients sur ces 2 sujets. Béatrice, je ne sais pas si tu veux compléter Ouais, pour compléter les 2 rapidement, points. plus c'était un peu sur les questions-réponses. Moi, je trouve que quelque chose de clé dans ces contextes, c'est l'accessibilité, pardon, des utilisateurs finaux. On entend souvent que dans les grandes organisations, grands corporates, c'est compliqué d'avoir accès aux utilisateurs finaux quand on a des outils, plutôt client facing, enfin, avec des utilisateurs, je sais pas, je pense par exemple, enfin, qui sont assez loin. Là, enfin, c'est des collaborateurs dans l'entreprise. Donc en fait, profiter vraiment de ce moment-là pour aller vers eux. Et si c'est difficile d'accéder à eux pour des questions de budget, de temps, d'argent, commencez petit. Peut-être que la première étape, c'est peut-être pas le scan global, même si c'est voilà, on trouve ça intéressant pour avoir une vision globale avant de faire des zooms. Mais peut-être si vous avez déjà des sujets, dans votre to-do list, de backlog de projets ou d'initiatives, bah, prenez un sujet en particulier pour aller sur le terrain, pour créer du lien et ensuite vous pourrez, bah, ils verront que vous allez montrer que ça a de la valeur et vous aurez une porte ouverte, en fait, pour de futures, immersions et visites. Et peut-être le dernier, c'est sur la donnée, la data. Il faut essayer au maximum, de valider en fait les hypothèses, qu'on arrive à faire sur le terrain avec des métriques, mais aussi être indulgent. On n'arrive pas forcément à avoir toutes les données qu'on veut selon les environnements, les contextes. Donc, voilà, essayez d'avoir de la donnée, mais en tout cas de la donnée qui vous permet d'avoir un niveau de confiance suffisant selon votre contexte. C'est le dernier petit conseil. Merci à tous les 2. Et maintenant, on aimerait bien avoir aussi vos retours, sur, des cas concrets d'application dans vos contextes, que vous pouvez nous partager, et que Jean et Béatrice commenteront, par la suite. C'est dans le sens, est-ce que par exemple sur les livrables qu'on vous avait présentés, vous avez l'impression que ça pourrait être appliqué à vos contextes et quel type de contexte ça pourrait être?
Donc typiquement, une fois, on avait déjà présenté ce sujet à quelqu'un qui m'a dit: «On pourrait même l'appliquer à des contextes hors, industriels et logistiques» Tout à et fait, c'est ouais. vrai parce qu'il y a d'autres process dans lesquels on a aussi des contenus physiques. Mais en tout cas, nous, on a pris ce parti pris, pour aujourd'hui. Et en parallèle, je pense que cette question, on peut aussi être sur le QNN. Donc je sais pas si je crois pas avoir vu des questions dans le chat pendant la présentation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a partagé, que ce soit voilà, les livrables, la méthodologie? Peut-être que vous avez essayé des choses et vous avez eu des points de blocage ou des bonnes pratiques aussi, si vous avez déjà, mis en place, ce genre d'approche? Est-ce que parallèlement aussi, est-ce que vous avez des questions sur les exemples de livrables, de démarches qu'on vous a montré, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? C'est vraiment d'avoir un échange ouvert. Voilà, En c'était attendant un du coup, Alors, peut-être ah, en attendant peut-être les oui, questions, voilà, je peux arrivent, enchaîner. heu, peut-être nous dire un peu les questions de départ qu'on devrait se poser euh, quand on commence justement des principes de ligne et product en milieu industriel et logistique. Quelles sont les questions qu'il faut se poser pour bien réussir? Heu, je vais les lire, oui, c'était les petites questions de départ que j'aime bien poser à mes différents clients prospects pour voir un peu quelle est la situation de départ et puis c'est une question volontairement, faut la gratter, c'est, bah, déjà le point de départ, c'est comment est-ce que vous identifiez et que vous traitez, les besoins d'amélioration côté processus et côté outils, donc côté ligne et côté product, pour comprendre un peu, bah, voilà, est-ce que c'est structuré? Est-ce que la réponse est forcément diffère si on parle à un opérationnel ou à un top manager? Hem, D'où viennent les améliorations opérationnelles? Si on est vraiment en mode amélioration continue, on peut répondre à la question: «Qu'est-ce que tu as amélioré hier?» Ça, c'est vraiment le summum, on va dire, en termes de maturité. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, classiquement le fossé qu'il peut y avoir entre métier et IT. Donc, la question qu'on pose, c'est, comment est perçu l'IT par les collaborateurs terrain? Est-ce que c'est plutôt un frein ou un accélérateur? Souvent, bah, c'est plutôt, le point de départ, c'est, malheureusement souvent un frein et comment on fait justement pour, aller au fur et à mesure faire une feuille de route pour aller vers une, relation de partenariat, une relation d'accélérateur et puis aussi très concrètement, combien de fois les collaborateurs IT sont-ils venus dans l'atelier dépôt? Pas forcément pour le côté support ou helpdesk, mais, les personnes qui sont de l'IT mais qui sont, au service des métiers, qui sont dans les projets. mmh. C'était quand la dernière fois qu'ils sont venus, sur le shop floor, dans l'entrepôt ou, dans l'usine? Ça, c'est intéressant d'avoir cette métrique-là pour justement avoir cette prise de conscience et puis, commencer à mixer les 2 approches. Et au-delà des collaborateurs IT avec ma casquette produit, je veux dire même l'équipe produit par exemple, enfin pour avoir travaillé voilà sur des produits dans ces environnements, je trouvais ça important que mes équipes en fait enfin aillent sur le terrain et sachent concrètement comment ça fonctionne une usine, c'est quoi une chaîne de production ou un entrepôt pour, comprendre un peu mieux derrière les problématiques en fait qu'il va y avoir en termes de design, de trouver le juste milieu entre ce qu'on doit faire évoluer. Parce que quand on va concevoir une solution, étant donné qu'on a vu tout à l'heure les 3 P, persona, product, process, on va pas forcément tout le temps être amené à faire évoluer le produit digital. Parfois, ça va être le process et en fait, c'est toujours se poser la question: «Qu'est-ce qu'il faut faire évoluer? Comment et qu'est-ce qui a le plus de valeur?» Et donc pour ça, c'est important qu'ils aillent sur le terrain pour se rendre compte en fait des problématiques et des contraintes physiques. Donc on a eu Lancelot dans le chat qui dit qu'il est plutôt d'accord. En effet, ça peut enfin, avec l'approche et que ça peut s'appliquer sur des services aussi. Tout à fait. Et ensuite, on a Vincent, du coup, qui dit: «Tu as lancé des plans, mais la difficulté, c'est le déploiement sur des sites comparables». Du coup, c'est-à-dire, mettre en place l'approche dans plusieurs environnements, contextes? Le passer un peu à l'échelle, le déployer? Ouais, je serais censé le déployer. Est-ce qu'il y a la même personne, la même bande passante, la même culture? Et Mmh. puis, comment on prend en compte les spécificités? Parce que à chaque fois, chaque site de production, chaque site logistique, dit: «Non, non, mais vous avez fait ça chez le site A, nous, on est différents, en fait». Il y a toujours je pense, je pressens un peu ce syndrome-là et comment on fait pour ne pas tout refaire, mais aussi prendre en compte les spécificités. C'est toujours le juste milieu de nos démarches, à la fois standard et à la fois contextualisées. Et du coup, ouais, pour
Pour terminer, ça fait partie peut-être aussi un peu des petites bonnes pratiques. En fait, ce qu'on a montré là, les livrables, on a pris un exemple, mais l'idée, c'est potentiellement aller dans prendre plusieurs personas, plusieurs panels, plusieurs, entrepôts logistiques ou manufactures. Enfin voilà, en tout cas, avoir un panel assez représentatif, à même titre que quand on prend un panel d'utilisateurs qui représente nos produits, bah là, c'est prendre un panel, en fait, qui va permettre d'avoir un maximum, de contexte. Merci à tous les 2 pour cette présentation, pour toutes ces explications. J'invite tout le monde à revenir vers vous si jamais ils ont des questions ou ils ont envie, de creuser un peu plus le sujet. Heu et Avec merci à plaisir. tous, d'avoir été là pour cette session. Merci à tous pour Très votre bonne temps journée. Bonne journée. et à très bientôt.